L'analyse de pratiques professionnelles. On a tous déjà vu ça. Il y a ceux pour qui ça semble naturel, et puis les autres pour qui ça a du mal à décoller. Alors, comment on fait pour vraiment maîtriser cet exercice? C'est un talent ou c'est une technique? C'est justement la question qu'on va creuser ensemble. La question est posée. Est-ce que c'est un don, quelque chose qu'on a en nous, ou est-ce que c'est une vraie discipline qui s'apprend pas à pas? En gros, est-ce qu'on est bon analyste de sa pratique ou est-ce qu'on le devient? La réponse n'est pas si évidente qu'on pourrait le croire. Eh bien, la réponse, elle est plutôt claire, ça ne s'improvise pas. Loin d'être une sorte de don un peu magique, c'est en fait une compétence qui se construit, qui se bâtit sur des fondations solides. Et pour ça, il faut un apprentissage structuré. L'intuition, ça aide, mais ça ne suffit pas. Ok, donc si c'est une compétence à construire, ça veut dire qu'il y a un plan, des étapes. Alors, par où on commence? Parce qu'il ne s'agit pas juste de participer, mais bien d'acquérir un vrai savoir-faire. On a souvent tendance à penser que, bon, il suffit d'être là, de participer, et ça va venir tout seul. Mais en fait, c'est un peu un leurre. Pour que l'analyse soit vraiment efficace, il faut bien plus que ça. Il faut des repères. Des repères théoriques, méthodologiques. Sans ce cadre, on risque juste de brasser de l'air. Pour acquérir cette fameuse compétence, il y a en gros deux grandes voies qui se dessinent. L'une qui paraît plus simple, plus directe, et une autre qui demande un peu plus d'investissement. On va comparer ce qu'on appelle l'apprentissage sur le tas avec une formation bien structurée. D'un côté, on a l'apprentissage sur le tas. On y va, on participe, on expérimente, mais le risque, c'est de rester en surface. On n'a pas forcément les outils pour aller en profondeur et bien animer un groupe. Et de l'autre côté, on a l'approche structurée. Là, c'est comme monter un escalier. Chaque marche, c'est une base solide, un exercice supervisé, le tout dans un cadre où on se sent en sécurité pour essayer. C'est peut-être un peu plus long, mais ça nous emmène beaucoup, beaucoup plus haut. Bon, on voit bien que l'approche structurée semble être la voie royale. Mais concrètement, quels sont ses avantages? Qu'est-ce qui rend ce cadre si précieux, si efficace? Une bonne formation, en fait, ça repose sur 4 piliers. D'abord, des bases théoriques et méthodologiques solides, pour comprendre le pourquoi on fait les choses. Ensuite, de la pratique supervisée, pour maîtriser le comment. Le tout, très important, dans un espace sécurisant où on a le droit de se tromper. Et au final, ça donne une compétence bien plus profonde, vraiment ancrée. Mais attention, la théorie seule, ce n'est qu'une partie du chemin. La pratique seule, c'est l'autre. Ce qui fait le pont entre les deux, l'élément vraiment crucial, c'est la supervision. C'est ce regard extérieur, expérimenté, qui aide à transformer ce qu'on sait en ce qu'on sait faire de manière juste et pertinente. Et là, on pourrait se dire « Super, j'ai ma formation, mon diplôme, c'est bon ». Eh bien, en fait, non. La formation initiale, ce n'est pas la ligne d'arrivée, c'est juste le point de départ. La véritable maîtrise, c'est un chemin qui ne s'arrête jamais. Alors, comment on fait pour continuer à avancer une fois la formation terminée? On entre dans une sorte de cycle d'amélioration continue. Il y a 3 grands mouvements: se nourrir de nouvelles ressources, continuer à se faire superviser et échanger avec d'autres praticiens. Le premier réflexe à avoir, c'est de rester curieux. Un bon praticien, c'est quelqu'un qui n'arrête jamais d'apprendre. Il va se nourrir de tout ce qu'il trouve. Des livres, bien sûr, des articles, mais aussi des vidéos, des podcasts. Chaque nouvelle ressource, c'est une occasion d'affiner sa pensée et d'ajuster sa pratique. La deuxième habitude, c'est celle de l'humilité. C'est accepter de continuer à être supervisé. Ce n'est pas du tout un signe de faiblesse, au contraire, c'est une force. La supervision, c'est un garde-fou. Ça permet d'éviter les 2 plus grands pièges, les discussions qui partent dans tous les sens et les conflits qui éclatent. C'est une vraie sécurité. Et enfin, la 3e habitude, c'est de jouer collectif. Pourquoi rester seul dans son coin avec ses questions et ses doutes ? Se retrouver en groupe avec d'autres animateurs, ça permet de partager les galères, de trouver des solutions ensemble et au final, de progresser collectivement. C'est la puissance du réseau pour ne pas se sentir isolé. Finalement, quand on met tout ça bout à bout, la formation, la supervision, les échanges entre pairs, on comprend que ça converge vers une idée centrale. Il ne s'agit pas d'atteindre un statut, mais de s'inscrire dans un engagement qui dure. Être un animateur compétent, finalement, ce n'est pas un titre qu'on obtient une fois pour toutes. C'est plutôt une posture, une dynamique. C'est l'identité d'un professionnel qui a décidé que l'apprentissage continu serait son moteur principal. Et donc, la question finale, elle reste ouverte. Face à ce parcours qui est exigeant, c'est vrai, quelle pourrait être la prochaine étape pour quiconque souhaite s'améliorer dans cette pratique? La réponse, elle est personnelle bien sûr, mais le chemin, lui, est tracé. Merci d'avoir suivi cette analyse.